Pour cette émission, à vos côtés, Pierre Ménat, diplomate. Bonjour. Bonjour à vous, ancien conseiller Europe de Jacques Chirac et d'Alain Juppé, auteur de l'Union européenne et la guerre aux éditions L'Harmattan. Rachel Kahn est également avec nous, juriste. Bonjour Rachel. Bonjour. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Le général François Chauvency, géopolitologue, est également avec nous. Vous êtes professeur à l'Université catholique de Paris, à l'Institut catholique de Paris. Bienvenue à tous. Alors je le disais, l'homme dont va vous parler Magali tout de suite pour débuter cette émission est un homme qui a pris, Magali, et prend toujours des risques considérables. Vous allez nous le présenter. Il était dans le cercle très fermé de Poutine et il parle. Effectivement, son nom c'est Gleb Karakulov. Il appartenait jusqu'à cet automne au FSO, vous savez, la garde prétorienne de Vladimir Poutine, le service de sécurité personnel du président. Il avait le grade de capitaine. De 2009 à 2022, c'est lui qui était chargé des communications sécurisées du président et du Premier ministre russe. Et à ce titre, il a participé à tous les voyages officiels, c'est-à-dire plus de 180 au total. Le témoignage de cet homme est fiable selon le média qui a recueilli ses propos. Les journalistes ont retrouvé et authentifié, regardé sa carte professionnelle et vérifié son passeport. Les dates correspondent au voyage officiel du président russe. Alors justement, qui sont ces gens qui ont réalisé cette interview? Alors cet homme s'est longuement, très longuement confié à Dossier Center. Voilà, c'est le nom de ce groupe d'enquêteurs qui est basé à Londres, un groupe financé par un opposant russe. On en avait d'ailleurs parlé ensemble, Bénédicte, c'était il y a 15 jours lors de la gigantesque enquête sur le système Prigojine. Alors cette interview a été enregistrée en décembre, mais publiée seulement hier soir pour des raisons de sécurité, le temps pour Karakulov et sa famille, le temps qu'il soit mis à l'abri, parce qu'il est activement recherché, cet homme. Une enquête en Russie a été ouverte contre lui pour désertion. Il est même, selon Dossier Center, l'officier de renseignement le plus haut gradé de l'histoire récente de la Russie à avoir fait défection vers l'Occident. Gleb Karakulov, dès le début, a été choqué par l'invasion russe en Ukraine. Il ne veut pas continuer à travailler pour ce régime. Il décide donc d'organiser sa fuite et c'est en octobre que sa vie va basculer là. Il va profiter de ce voyage-là officiel de Vladimir Poutine au Kazakhstan pour prendre un avion vers Istanbul. C'était le 14 octobre précisément. Il s'enfuit alors avec sa femme et sa fille. Et alors Magali, que dit-il dans cette interview? Très longue interview, 10 heures je crois. 10 heures en tout, et c'est 1 heure d'interview qui a été publiée hier soir. C'est forcément une parole rare, précieuse, puisque c'était un homme extrêmement proche de Vladimir Poutine. Il confirme finalement certaines rumeurs sur le président russe. Et il révèle du quotidien aussi de Vladimir Poutine. Ce qu'il dit avant tout, c'est que Vladimir Poutine a beaucoup changé en 13 ans. Il s'est renfermé, isolé. C'est aussi un homme totalement paranoïaque. Auparavant, nous n'avions pas équipé d'abris anti-bombes. Mais cette fois-ci, alors que nous nous trouvions sur le territoire d'un autre État, le Kazakhstan étant un autre État, à l'ambassade russe, qui est déjà une zone sécurisée, alors qu'auparavant nous établissions des communications dans le bureau de l'ambassadeur, ou peut-être dans une salle de réunion. Cette fois-ci, en octobre, lorsque j'étais sur place, en plus du téléphone sécurisé que nous avions déjà installé dans le bureau de l'ambassadeur, nous avons installé un autre téléphone dans un abri anti-bombe. Pour être honnête, je ne comprends pas pourquoi cela a été fait. Il s'agit probablement déjà d'une sorte de paranoïa. Voilà, on comprend qu'il n'était pas forcément paranoïaque il y a quelques années, Vladimir Poutine. Ça ne fait que s'empirer. Et puis, il y a quelques mois, on parlait ici d'un Vladimir Poutine qui ne faisait confiance à personne, qui n'avait ni téléphone ni Internet, qui ne se renseignait qu'à travers des notes faites par ses plus proches collaborateurs. Et bien cet homme confirme, c'est dire, il n'a ni téléphone portable ni Internet. Notre président est coupé du monde. Il vit dans un vide informationnel. Depuis quelques années, il passe le plus clair de son temps dans ses résidences, que les médias appellent avec beaucoup d'éloquence ses bunkers. Il craint pathologiquement pour sa vie. Il s'est entouré d'une barrière impénétrable de quarantaine et d'une absence totale d'informations sur Internet. Voilà, on comprend que Vladimir Poutine se protège de tout, des coups d'État, des espions, des microbes aussi. Il vit dans une bulle informationnelle et donc une bulle sanitaire. Karakulov le décrit comme un homme qui a peur de tout
tout le temps. Alors, merci Magali. Il y a beaucoup d'autres extraits je vais vous faire écouter dans un instant. Je voudrais simplement qu'on commence avec les risques que prend cet homme. Parce que Magali, vous le disiez, c'est le plus haut gradé qui ait fait défection a priori jusqu'à présent. Risques énormes. On va écouter ce qu'il dit justement à ce sujet-là. Vous me dites les uns et les autres ensuite ce que vous en pensez. Je considère Poutine comme un criminel de guerre. Bien que je n'ai pas participé spécifiquement à ses activités militaires, je ne considère pas qu'il me soit possible d'exécuter ses ordres criminels ou même d'être à son service. Pour moi, ce serait un trop gros problème pour ma conscience. Je ne suis pas prêt pour cela. Cette confession-là, elle vous étonne, Oleg Koptsev, outre le fait que cet homme a fait défection et donc évidemment recherché? Non, d'une part parce que des défections de ce type, il y en a eu au cours de toute l'histoire de la guerre froide, il n'est vraiment pas le premier. D'un autre côté, je pense que le MI6 et la CIA se méfient aussi, parce qu'on a vu aussi... Le secret britannique et américain, oui. C'est quand même un peu étonnant qu'il soit arrivé avec tant de facilité, qu'il ait pu s'échapper quand même, étant si proche de Poutine qu'il a pu s'échapper si facilement. Et d'autre part, moi j'aimerais bien voir les 10 heures d'interview, parce que pour le moment, ce qu'il nous montre, il enfonce des portes ouvertes, je suis désolé. Tout le monde le savait, ça fait depuis le début de la guerre ukrainienne, ou même avant, qu'on dit exactement la même chose sur tous les plateaux comme celui d'aujourd'hui. C'est ce que disait Magali, il confirme un certain nombre de choses. Vous êtes d'accord, Pierre Ménard, avec ça? Tout à fait d'accord. Alors, je trouve que ce qui est intéressant, c'est la fin, quand il dit moi je ne veux plus servir ce régime. Ça, Poutine est un criminel de guerre, ce qu'il dit. Un criminel de guerre, c'est un acte très fort. Mais pour le reste, c'est le témoignage d'un officier de sécurité, comme il y en a beaucoup, où il dit le président utilisait un autre téléphone, mais vous savez, c'est assez courant, malgré tout. Alors après, on sait que Poutine, du fait du Covid, s'est isolé, ça c'est un fait aussi, mais je suis d'accord avec monsieur, en soi que ce ne sont pas des révélations extraordinaires. En revanche, ce qui est extraordinaire, extraordinaire, peut-être pas tellement non plus, mais ce qui est quand même notable, c'est qu'il a quitté, si vous voulez, il est parti, alors il n'est pas le seul, mais lui, dans le cas qui nous intéresse, ça a été un des proches quand même si c'est un officier de sécurité, ce n'est pas un responsable. C'est pas un conseiller politique. Non, c'est ça. Il a vu des choses, il a entendu des choses, et je suis d'accord, il faudrait voir les 10 heures, parce que dans les 10 heures, il y a forcément des choses plus intéressantes. Oui, certainement, ça sera sans doute publié au fur et à mesure. Ce qui est intéressant, ce qu'on imagine évidemment, c'est qu'avant de donner cette interview, il est débriefé. Justement, on parlait du MI6 et de la CIA, il est forcément débriefé, général. Je pense que d'abord, quand on voit comment le départ s'est fait, je suis surpris qu'un officier de sécurité dans un voyage officiel puisse aussi faire partir sa femme et son enfant. Donc, ils ont peut-être voyagé à côté. Vous ne faites pas forcément partie de la délégation. Je pense qu'il y a une organisation derrière. Donc, sans être dans les secrets des dieux, je pense que cette exfiltration de cet officier de sécurité a été préparée longtemps à l'avance avec des services de renseignement étrangers qui ont pu récupérer la famille, parce que c'était ça l'objectif, récupérer la famille pour pas qu'il y ait moyen de pression sur cet officier de sécurité. Oui, et puis diffuser 3 mois après, 4 mois après. Deuxième point aussi, c'est un officier chargé des transmissions. Pas de la communication aux médias, transmission. Donc c'est celui qui va mettre en place tout le matériel sécurisé. Donc normalement, il doit être particulièrement criblé vu le contact qu'il a avec l'information qui circule. Maintenant, est-ce qu'il a un vrai degré de connaissance de ce qui est envoyé ou pas? C'est une autre question. Je ne connais pas leur degré de sécurisation. Et puis maintenant, c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'on en a débattu, je crois, hier, ou je crois que c'était hier, sur la liberté de conscience. Face à ce qu'on peut accepter ou ne pas accepter. Donc moi je crois volontiers d'ailleurs que cette désertion, c'est une désertion, néanmoins c'est lié à cette prise de conscience qu'il y a des choses pas acceptables. Et je crois qu'un jeune officier, c'est un jeune officier, c'est un capitaine, qui soit confronté à ce dilemme moral, on peut parfaitement le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été incité à le faire. Mais on peut comprendre cela. Et je crois que c'est tout à son honneur. Si effectivement c'est vérifié, pour répondre finalement à votre question, avec ces 10 heures de débriefing, oui, il a forcément été débriefé largement par les services spécialisés. Surtout que je suis convaincu qu'il n'a pas pu partir tout seul. Donc avant de donner une communication à des médias divers, je pense qu'il a été mis en condition pour dire tout ce qu'il savait. Méfiance, ça
peut être aussi un agent du FSB en mission aussi. Il va nous servir de fausses informations. Il va noyer des intox par 99% d'informations, comme on vient d'en entendre, et que nous connaissons. Alors justement, déjà. Au sujet de la santé... Mais peut-être qu'il est sincère également. Hein, au sujet de la santé, justement, qui fait l'objet de tous les fantasmes, la santé de Vladimir Poutine, Dieu sait qu'on en a parlé et qu'on entend tout et son contraire. Donc évidemment, ce groupe d'enquêteurs lui a posé la question. Écoutez sa réponse. Ce n'est pas quelque chose qui nous alertait avec les collègues. S'il a des problèmes de santé, ils sont probablement liés à son âge. Il en a sûrement, mais pas aussi sérieux qu'on le dit, selon moi. Il est en meilleure santé que bien des personnes de son âge. Là, je suis d'accord. Alors voilà, Rachel, c'est vrai que là, s'il y avait besoin de faire passer des messages, si évidemment cet homme était un agent du FSB toujours... fidèle à sa patrie, bon voilà, le message est passé. Hein. Oui, et puis par ailleurs, c'est vrai que ça fait 1 an qu'on dit que Vladimir Poutine est à l'article de la mort et puis qu'il est toujours, sur place, quoi. Donc, en revanche, je voulais rebondir sur la conscience, ce moment où, c'est vrai qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de personnes, collabos en fait, qui disaient j'avais des ordres, mais là, on a quand même un personnage qui a un mandat d'arrêt international sur la tête. Donc ça veut dire qu'il prend un risque à court terme, cette personne prend un risque à court terme, mais sur le long terme aussi, peut-être que tout l'entourage de Vladimir Poutine aussi sera amené à être devant le tribunal international ou les tribunaux spécialisés en tant que complice s'il ne fuit pas. Après, je trouve que c'est quand même intéressant cette histoire de paranoïa, parce que quand on reprend l'étymologie du mot paranoïa, para c'est à côté et nous en grec c'est l'esprit, donc c'est l'esprit à côté. Et en fait, après d'un point de vue politique, alors on peut se dire que Vladimir Poutine pense que toutes les personnes qui ne sont pas complètement en phase avec lui sont des traîtres, mais d'un point de vue vraiment médical, il y a différents critères en fait qui définissent la paranoïa, un égocentrisme, une mégalomanie exacerbée, évidemment des troubles de la personnalité, la schizophrénie, une rancune redoutable, et l'idée d'être convaincu, et notamment par le droit international qui remet en fait à sa sauce cette victimisation d'être une cible, d'être une cible face à l'Occident, etc. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette paranoïa aussi, c'est qu'il nourrit des névroses. Alors certes, il commet des crimes de guerre, mais avec ce mandat international, il a raison d'être paranoïaque aussi. Oui, c'est ça c'est sûr qu'il ne peut plus tellement bouger, effectivement, Vladimir Poutine. Dernière chose, cet homme, s'il dit vrai et s'il a effectivement fait défection, il risque sa vie et on sait que la Russie peut aussi, même à Londres, puisque manifestement il est en Angleterre, le retrouver, quoi. Oui, je pense que c'est probablement pas une des cibles principales. Ah bon ? C'est pas quelqu'un, il l'est probablement, mais il l'est tout simplement parce qu'il a pris la parole, si vous voulez. Donc en fait c'est ça qui le rend vulnérable. Après les défections, vous savez, il n'est pas le seul, donc il n'est pas le seul. C'est vrai que avec la famille c'est plus organisé, mais c'est quelqu'un qui n'avait pas de responsabilité politique. Donc c'est pas un responsable politique. D'ailleurs, il le dit. Moi, je dis ce que j'ai observé. Oui, c'est ça. Alors, il y a plein d'autres choses. Il y a des extraits qu'on vous a pas dit. C'est pour ça qu'on on parle de ce qu'on a vu, si vous voulez. Donc, il y a un moment, il dit d'ailleurs, je vous en reparlerai dans le 17h, mais à un moment, il dit, cette histoire, on a souvent dit que Poutine avait des bureaux exactement semblables dans toutes ses résidences, à Sochi, à Saint-Pétersbourg, etc. Il le confirme et il dit, souvent, je pensais qu'il était encore à Sochi, puis en fait, il était parti depuis longtemps. Et, voilà, ça, c'est sûrement intéressant. Brouille les pistes. Après, il faut quand même souligner que c'est un capitaine, officier subalterne, que quand même dans le schéma hiérarchique russe, je pense qu'il n'a pas forcément accès à beaucoup de choses, même s'il s'occupe des communications. Voilà, donc je pense qu'il faut aussi relativiser son importance. Par contre, ce qu'il va apporter, c'est un vrai témoignage de l'intérieur qu'on n'avait peut-être pas beaucoup. Eh bien, bien sûr, le nombre de fois où on s'est dit qu'on aimerait être une petite